Bien, nous allons commencer la deuxième partie de cette matinée consacrée à littérature et civilisation. Comme Laënnec Urbon le disait tout à l'heure, non seulement la littérature, non seulement la langue, mais bien évidemment la danse, la musique, les arts plastiques font partie de cette civilisation dont le vaudou est un des éléments cardinaux. Alors, pour traiter de ces deux domaines, le domaine de la musique et le domaine des arts plastiques, nous avons ce matin Claude Dauphin et Carlos Elius qui vont nous parler. Alors, je présente rapidement Claude Dauphin, si vous le voulez bien. Il est musicologue, professeur émérite au département de musique de la faculté de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Ses recherches visent à circonscrire l'évolution des styles musicaux européens au XVIIIe siècle et à rendre compte, évidemment ceci est essentiel dans le cadre d'une analyse des rapports entre la civilisation et la musique en Haïti, de leur mutation, la mutation de ces modèles dans les Amériques. Outre ces publications sur les relations entre les philosophes de l'encyclopédie et le domaine musical, il a en particulier travaillé sur Rousseau, bien sûr, dans un livre qui s'appelle « La musique au temps des encyclopédistes » et la publication critique du dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau. Tout ça, le dernier, le Rousseau, est paru en 2008. Il s'est exercé en particulier à concevoir une typologie des musiques rituelles du vaudou haïtien. Donc, nous revoilà au cœur de cet élément qu'il a publié dans Musique du vaudou, fonction, structure et style en 1987. Dans Musique et liberté au siècle des Lumières, publié très récemment en 2017, Claude Dauphin considère les théories esthétiques musicales chez les encyclopédistes, chez notamment Jean Leron d'Alembert, et dans Musique, poésie et créolité, publié en 2018, il évalue l'aspiration à musicaliser l'écriture poétique chez les créateurs de la revue indigène. Alors je pense qu'en nous présentant ces remarques autour du thème du mémorial sonore de l'abolition, Claude Dauphin souligne pour nous l'importance des manifestations de l'anti-esclavagisme tout au long de la production musicale de type classique en Haïti, de la fin du XVIIIe siècle au XXe siècle. Donc, Claude Dauphin, vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup. On m'entend? Il faut bien appuyer sur le bouton. Bouton micro. Et parler droit dans le microphone. On m'entend? Voilà. C'est que je parle droit dans le microphone. Merci beaucoup de votre conseil, Jacques Lénard. Merci aussi à Yannick Lahens d'avoir pensé et de m'avoir fait l'honneur de m'inviter dans cette présentation, dans ce colloque. Et sans tarder, je me mets à ce sujet parce qu'il y aura des auditions musicales, donc je ne veux pas abuser du temps. Nous savons tous, au moins conceptuellement, ce qu'ont été les malheurs de la colonisation et en particulier ceux de l'esclavage. Aussi n'est-on pas étonné que face aux incessantes turbulences de la politique haïtienne, face au désarroi économique permanent, les citoyens de ce pays ont le réflexe cathartique, certes, de s'accrocher aux glorieux faits d'armes du passé libérateur, espérant puiser dans les représentations militaristes des motifs de résilience. Pour ma part, et en convergence avec les propositions de la plupart de mes collègues réunis ici, je souhaiterais tourner mon attention et la nôtre, du coup, vers des formes de transcendance de nature esthétique. Je suis de ceux qui, persuadés de la forte valence de l'art, investissent
dans sa capacité à faire renaître, à réinventer le monde, à tisser des alliances culturelles nouvelles, combien plus décisives que le marasme politicien dont se délectent les actualités. Dans cette perspective, je me propose de présenter en ce forum 3 œuvres musicales qui ont contribué avec les arts et les lettres à libérer notre imaginaire des fers de l'esclavage. La première œuvre s'intitule « Le dialogue créole ». Il est de Michel-Étienne Descourtils, que vous connaissez certainement en tant que naturaliste, mais son activité de compositeur est malheureusement inconnue et j'essaie de faire prendre conscience de l'importance du compositeur qu'il y a chez Descourtils. Et la deuxième œuvre s'intitule « L'Ode à l'abolition de l'esclavage ». Il est d'un compositeur encore inconnu, appelé Edmond Saintonge, mais je vous les présenterai en temps et lieu. Et la troisième œuvre, qui s'intitule « L'homme libre », qui est le tableau final d'une très grande cantate intitulée « 3 scènes historiques », est d'un compositeur encore inconnu, franchement, je les cultive, ces compositeurs inconnus, qui s'appelle Werner Jägerhuber. Et je vous dirai, en tous les cas, oui, ce nom déclenche un petit peu de réaction, je vois dans la salle, parce que on a beaucoup fait ces dernières années pour faire connaître un peu l'œuvre de Jägerhuber, les gens qui ont travaillé sur Haïti. Je parlerai de ces 3 œuvres en les situant dans le domaine trop peu connu de la musique classique haïtienne, présentant leurs compositeurs, évoquant les circonstances de leur composition, esquissant leurs contours symboliques, enfin consacrant à chacune de ces œuvres une audition suffisante pour goûter au bonheur que cette musique nous apporte. Le dialogue créole de Michel-Étienne Descourtils a été composé par ce naturaliste français à l'origine, musicien à 16 heures, pendant son séjour à Saint-Domingue. Il est arrivé à Saint-Domingue en 1799 et il en est reparti au début de 1803. Et il a composé ce dialogue créole qui est un touchant duo d'amour en langue créole et dans le style galant français du XVIIIe siècle. Et cette petite œuvre a pour motif les retrouvailles de 2 fiancés Ibo, Évaïm et Asa, après leur séparation forcée à la porte de Gorée. J'en situe la composition à Port-au-Prince, donc en 1802, pendant que dans le reste du pays, la guerre faisait rage entre les troupes indépendantistes et l'armée de Bonaparte venue pour rétablir l'esclavage. Et Descourtils s'inspire d'un fait divers qui lui aurait été rapporté, mais combien vraisemblable et symptomatique des déchirements sans nombre survenus pendant la déportation. Rappelons que, selon Gragnon-Lacoste, le père de Toussaint Louverture, second fils de Gaou-Gouinou, roi des Aradas, fut lui aussi séparé de sa femme Afiba au moment de franchir la porte de Gorée. Dans leur cas, les anciens époux se retrouvèrent trop tard. Le prince avait refait sa vie auprès d'une ravissante aradienne baptisée Pauline. La malheureuse Afiba se laissa mourir de chagrin. Pour rester dans le domaine musical, on pourrait rapprocher l'intrigue lyrique de Descourtils avec celle qui fait agir les couples d'amoureux séquestrés dans l'enlèvement au sérail et dans la flûte enchantée de Mozart, donc 2 opéras consacrés à la détention des femmes au harem. N'exagérons pourtant pas ces recoupements car le dialogue créole, simple scène lyrique, ne revêt pas les dimensions d'un opéra tout entier.
Ce dialogue pourrait constituer cependant le fragment d'un de ces opéras dont les spectateurs de Saint-Domingue étaient friands, surtout lorsque le sujet se teintait de couleurs locales, mettant en scène des personnages et des faits de la société coloniale. Du point de vue musical, Descourtils lui-même n'ambitionnait pas davantage que de composer un duo d'amour furtif entre deux amoureux parvenus à surmonter l'épreuve de la captivité. Durant les 4 ou 5 minutes nécessaires à son déroulement, les amoureux devant lesquels s'est enrayée l'effroyable machine de la traite négrière chantent les tourments de leur éloignement, la joie de leur retrouvaille et le serment de leur union. S'il avait voulu composer un vrai opéra, Descourtils aurait mis en musique l'émouvante histoire qu'il raconte en faisant chanter avec accompagnement d'orchestre Asa, le fiancé, Évaïm, sa bien-aimée, la mère d'Évaïm, les négociants européens et africains, les capitaines des navires négriers, Pèlerin, le colon philanthrope, et le cœur des esclaves de la plantation, tous présents dans le récit déclamé qui précède le duo d'amour. Le compositeur ne destinait probablement pas sa pièce au spectacle, mais la fit exécuter dans un salon bourgeois républicain pour un public intime réuni autour d'un piano. Ce qui a dû se produire à Port-au-Prince peu après la composition de l'œuvre, fin 1802, début 1803. Rentré en France, il continue certainement à faire interpréter son duo d'amour dans les mêmes conditions à destination des milieux anti-esclavagistes qu'il fréquentait. Mais, ayant été vivement impressionné par l'action des Quakers prêchant en faveur de l'abolition aux États-Unis, il est tout à fait envisageable que Descourtils, rentré en France, se soit servi de son duo d'amour pour faire du prosélytisme abolitionniste. Le dialogue créole est donc en fait constitué d'une déclamation scénique en français et d'un duo d'amour en créole accompagné de sa traduction française. Création artistique mixte, ce diptyque sécrète une morale, à savoir l'apologie des sentiments vertueux des ressortissants de la nation Ibo, leur fidélité en amour, leur persévérance en dépit des épreuves, leur ascétisme, un sujet en or pour un esprit romanesque épris d'exotisme, d'idéaux maçonniques et de philanthropie républicaine alimentée par Mozart, Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre. Alors, cette image que vous voyez, ce sont les deux interprètes que j'avais engagés il y a déjà quelques années. Vous avez vu la date tout à l'heure dans une image qui précédait. Ah oui, c'est dans un concert en mai 1979. Et voilà, qui interprétait les deux personnages et la pianiste Maria Ethéard. Alors, ça y est, j'accède au fichier sonore pour écouter le dialogue créole de Descourtils.
voilà ce qu'a composé Michel-Étienne Descourtils au tout début du XIXe siècle, teinté du style vraiment XVIIIe et premier duo d'amour en créole, et qu'il a beaucoup fait jouer en France à l'époque. Nous allons passer à une œuvre du XIXe siècle, donc le siècle suivant vraiment, et déjà un style différent. Cette ode à l'abolition de l'esclavage d'Edmond Saintonge, un compositeur qui a vécu de 1861 à 1907 et qui a laissé une quantité d'œuvres absolument extraordinaires, dont cette ode à l'abolition. Je vous laisse lire la présentation pendant que je prends un petit peu de l'avance pour vous présenter le sens de l'œuvre de Saintonge. Le pays que nous connaissons donc aujourd'hui sous le nom d'Haïti, vous le savez, fut jusqu'en 1804, année de son indépendance, une colonie esclavagiste française appelée Saint-Domingue. En août 1791 eut lieu un soulèvement général des esclaves qui mit fin à la traite négrière dans cette riche colonie. En 1793, 2 ans après, une commission du gouvernement français composée de messieurs Sontonax et Paul Vérel prit fait et cause pour la libération autoproclamée des esclaves. Le 4 février 1794, l'Assemblée nationale française officialise cette abolition en présence de 2 députés noirs de la colonie, messieurs Mills et Bailey. 100 ans plus tard, en 1894, un compositeur haïtien éduqué en France du nom d'Edmond Saintonge compose une ode pour chœur de femme, où suis-je rendu? Oui, pour chœur de femmes et chœur mixte pour célébrer le centenaire de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale sous le régime de la Convention, dont plusieurs membres appartenaient aux associations anti-esclavagistes, la Société des Amis des Noirs et le Club social. De là, ces noms de personnages qui vont défiler dans la pièce de Saintonge que vous allez entendre, certains noms, Cambon, Brissot, Jansonnet, Camboula, et parmi eux figurent les 2 députés noirs de Saint-Domingue, Mills et Bailey, qui militent pour l'éradication de l'esclavage dans les colonies françaises. Jean-Baptiste Bailey, 1746-1805, est le plus connu. Il faisait partie d'un contingent de militaires domingois de couleur envoyés par la France pour soutenir la guerre d'indépendance américaine. Né en Afrique, sur l'île de Gorée, au Sénégal, déporté à Saint-Domingue comme esclave, Bailey avait acquis sa liberté en s'illustrant sur le front américain où il portait l'uniforme de la France. Donc. De là son nom Bailey, inspiré du latin bellicus, le guerrier. De là aussi le patronyme de Mars, dieu de la guerre dans la mythologie romaine, qui lui est parfois attribué, nom par lequel se reconnaissent ses descendants haïtiens d'aujourd'hui, comme Jean Price Mars, dont le nom vous est familier, j'en suis sûr. Le peintre français Anne-Louis Giraudet immortalisa le député noir Jean-Baptiste Bailey, dont il est question dans l'Ode. Dans ce portrait célèbre, Bailey prend appui sur le socle d'un buste de l'abbé Raynal, écrivain, historien, philosophe, inspirateur de la Société des Amis des Noirs et pourfendeur de l'esclavage. Quand ce tableau fut exposé au Salon de 1797, un critique d'art écrivit « C'est un des tableaux les plus savamment peints que je connaisse. J'ai souvent rêvé devant ce portrait. Que d'objets sublimes, l'abbé Raynal, la liberté des nègres et le pinceau de Giraudet. »
Saint-Onge affectionnait ce mot du critique dont il reprend le qualificatif de sublime dans l'Aude pour désigner cette frange anti-esclavagiste de la France d'alors. À la source de l'Aude de Saint-Onge se trouve aussi le combat de son compatriote d'exil en France, Louis-Joseph Janvier, en faveur de l'égalité des races humaines, alors que se développent les thèses de Gobineau sur le racisme scientifique. Eh bien, je vous invite à écouter cette ode à l'abolition de Saint-Onge. Je vous passe le texte qui vous aide à suivre. Pour y parvenir, je fais comme ça. Bonne audition. Sublime
solennelle, majestueuse, voilà, de Saintonge, ode, hymne à la liberté, à la fraternité, voilà. Il s'agit de contrôler mon émotion d'abord et puis d'arriver à la suite. Bon, nous allons passer à quelque chose de... C'est toujours dans la même veine, mais le style évolue. Vous avez vu ce changement de ton entre l'œuvre de Descourtils, tout teinté de 18e, français, cette pièce plus ferme, plus échevelée dans le style, je dirais, romantique de Saintonge. Et maintenant, nous passons à quelque chose de plus moderne, une œuvre composée en 1949, donc plein milieu du XXe siècle, du compositeur Werner Jägerhuber. La version que nous écouterons a été interprétée par, je vous laisse lire pendant que je prends un petit peu d'avance. L'Homme libre est le troisième tableau d'une cantate de Werner Jägerhuber, un compositeur qui a enrichi énormément le patrimoine musical d'Haïti par l'abondance, l'originalité et la variété de son œuvre, dont l'influence se fait encore sentir chez les créateurs actuels de la musique classique d'Haïti. Son père, Anton Jägerhuber, était originaire d'Allemagne et il avait épousé Maria Tippenauer, une Haïtienne, elle aussi d'ascendance paternelle allemande. Au dire de Werner, dont je vous montre la photo ici, c'est sa grand-mère maternelle, Betsy Fouché, qui éveilla sa conscience à la mythologie du vaudou, principale source d'inspiration de sa musique de chambre, de ses mélodies accompagnées, de sa musique symphonique, de ses opéras, de sa musique sacrée pour chœur, soliste et orchestre. Jägerhuber étudie la composition au Conservatoire de Hambourg de 1915 à 1922. Il regagne sa terre natale en 1934, après avoir, drôle de coïncidence, hein, l'année où se termine, où prend fin l'occupation militaire d'Haïti. Il y a des liens très forts entre ça, mais je suis obligé de passer les détails. Donc, il a déployé à son retour une intense et prometteuse activité pour collecter les chants du vaudou et les intégrer dans sa grande musique, on peut dire. Sa cantate intitulée « Les trois scènes historiques » a été composée en 1949 pour le 200e anniversaire de Port-au-Prince, ville fondée en 1749 sous le régime colonial français. Il s'agit d'une cantate dans laquelle l'histoire prend la dimension d'un mythe. En effet, aucun personnage n'est nommé, nul héros ne figure dans ces trois tableaux qui évoquent plutôt le peuplement noir d'Haïti, l'inhumanité de l'esclavage et la révolte contre l'oppression. C'est ce dernier tableau que je présenterai ici. Il est parcouru par une série d'étapes dramatiques, les consignes des chefs rebelles et leur circulation de bouche à oreille, à souhait leur temps des tambours veillés et à souhait leur temps des tambours préparés, à souhait leur temps des tambours prier, prier bon Dieu, leur temps des tambours veiller pititou, leur temps des tambours, etc. Autre aspect, le soulèvement général, moi tendez un bruit dans mon nom, tout ça sera traduit. Hein, donc, moi tendez un bruit dans mon nom, ça qui gagne haut, et l'accession à la liberté maintenant, marchez, marchez, nous libres, drapeau chiré, colon mourit, etc. Et à la fin, comme dans toutes les grandes cantates de Jägerhuber, un esprit écuménique où on voit intervenir, je dirais en contrepoint, les dieux du vaudou, Dambala, Ezuli et
le Dieu chrétien, bénis-nous Dieu, Amen, etc. Donc, je vous laisse écouter cette œuvre sur le même principe que nous avions écouté les précédentes. Voilà. L'homme. À souhait, au temps des tambours veillés. À souhait, au temps des tambours préparés. À souhait, au temps des tambours criez bon Dieu. Au temps des tambours veillez, veillez, pitié tout. À souhait, à souhait. Non seulement
contrepoint Dieu du vaudou, Dieu chrétien, mais aussi contrepoint entre créole et français, etc. Malheureusement, en a-t-on vraiment eu besoin? En aurait-on eu besoin d'une traduction française? Je pense que la brièveté des formules, ça se comprenait très bien. Et un dernier petit mot peut-être pour terminer, c'est ce tableau, ce dernier tableau des 3 scènes historiques qui a été choisi par la ville de New York en 1954 dans son hommage musical à Haïti, qui fêtait en cette année-là le 150e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, le New York City Ballet Choir, le National Orchestra Association, je dois avoir une photo quand même qui vous les montre, voilà, le baryton Todd Duncan ont interprété ce 3e tableau des scènes historiques de Jäger-Hubert dans un concert dédié à Haïti sous la direction du célèbre chef d'orchestre belge Léon Barzin. Jamais des interprètes de ce niveau ne s'étaient réunis pour interpréter un programme essentiellement constitué d'œuvres haïtiennes classiques. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire découvrir, comment dans ce répertoire, ce côté caché, je dirais, du patrimoine culturel haïtien, eh bien, combien il y a eu ce souci de magnifier cette transgression de l'imaginaire esclavagiste. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de votre intérêt.